Bonjour et bienvenue dans le débat du 12-15. Le Gabon et 6 autres pays du bassin du Congo constituent l'un des poumons de la planète. Le pays met en place plusieurs politiques publiques de développement durable. Dans le même temps, il doit atteindre des objectifs de croissance économique pour satisfaire les besoins de sa population. Comment concilier protection de l'environnement et croissance économique? C'est le thème du débat du 12-15 sur Gabon 24. Et je reçois 2 invités, pas des moindres, pour en débattre. Le professeur Alfred Gomanda, vous êtes commissaire général du Centre national de la recherche scientifique et technologique, le CNRS. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et à votre côté, le docteur Aboubakar Mambimba Ndjougui, vous êtes directeur général de l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale AGEOS. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Je commence par vous, docteur Aboubakar. Quel rôle joue l'AGEOS dans toutes ces questions de préservation de l'environnement? Bien, merci pour donner l'occasion de parler de la GEOS. La GEOS, c'est parmi tant d'autres structures mises en place au Gabon pour des questions environnementales et changement climatique. Donc, le rôle de la GEOS, qui est entre griffes le bras armé du pays sur des questions de suivi, évaluation des politiques publiques, et deuxièmement, tout ce qui est suivi et monitoring de la biodiversité, de l'environnement, comme on dit. Donc nous, principalement, nous travaillons sur le suivi de l'exploitation forestière, donc les ressources naturelles. Nous travaillons sur les pollutions, donc nous sommes en lien direct avec les différentes structures comme le CNRS et bien d'autres au niveau du pays. Donc nous sommes en première ligne des questions sur l'environnement et le changement climatique. Et on imagine qu'il s'agit de collecte de données. Quels peuvent être les chiffres aujourd'hui? Alors, il s'agit des collectes de données, principalement des données issues de satellites qui orbitent autour de la Terre. Donc, au niveau de Coq, là, nous sommes installés. Nous avons des infrastructures qui permettent de recevoir les données satellitaires. Et ces données, elles sont reçues, on va dire, décodées, et ensuite, elles peuvent être transformées en informations. Donc, nous avons donné sur l'ensemble du territoire, par exemple sur les couvertures forestières. On fait l'évaluation quinquennale de l'occupation du sol au niveau du Gabon et estimer le taux de couvert forestier et tout ce qui a été exploité et perdu. Donc aujourd'hui, les chiffres sont simples, notamment sur l'exploitation forestière. Nous sommes en dessous de 0,01%. Donc ça montre bien que les politiques de mise en place sur l'exploitation forestière sont bien appliquées sur le terrain. Effectivement, il y a parfois quelques exploitants qui sortent de l'eau, mais nous avons des éléments pour le suivi en temps réel pratiquement, puisque nous recevons des alertes au jour le jour. Nous avons des systèmes de prédiction, de déforestation aussi, qui nous aident à avoir l'information quasi temps réel. Alors, en termes d'absorption du dioxyde de carbone, on dit que le Gabon consomme près de 100 millions de CO2 par an. Est-ce exact? Je vais laisser au professeur répondre à cette question, puisqu'il est à fond sur cette question de séquestration de carbone. Exact. Oui, merci de me donner l'occasion de parler justement de cette question d'absorption de CO2 par nos forêts. Vous savez, les forêts gabonaises, c'est 88% de nos territoires. Le directeur général de l'AGEOS vient de vous indiquer que notre taux de déforestation est extrêmement faible, de l'ordre de 0,01%. Et cette couverture forestière permanente fait que chaque année, on absorbe entre 100 et 140 millions de tonnes de CO2 dans nos forêts. Une partie est émise par les actions d'exploitation forestière, d'agriculture, etc., etc. Donc globalement, le chiffre de 100 millions de tonnes de CO2 absorbées par an est tout à fait correct et a été bien documenté par les données scientifiques que nous avons collectées au cours des 10 dernières années. Alors, peut-être un éclaircissement. Est-ce que la GEOS collecte aussi ce type de données? Oui, en fait, le calcul des crédits carbone ou de taux d'absorption de CO2 est un processus collaboratif entre différentes agences qui travaillent là-dessus. La GEOS fait le suivi de la couverture forestière et de l'utilisation des terres. C'est-à-dire qu'à partir des données satellitaires, ils sont capables de déterminer le nombre de superficies forestières perdues pour l'exploitation forestière, pour l'agriculture, pour
pour la construction de routes, pour la construction de bâtiments, et ils font ce suivi tous les 5 ans. Ces données d'exploitation de perte de couverture forestière sont ensuite transformées en émissions de gaz à effet de serre, donc en CO2, en tenant compte des capacités d'absorption des forêts, des arbres dans les forêts, et sur le Sénarest et d'autres agences qui travaillent sur ces questions. Nous avons mis sur l'ensemble du pays à peu près, on va dire, plus de 500 observatoires de la dynamique de la végétation qui permet, en mesurant chaque arbre à des périodes de temps bien précises, de déterminer quel est le taux d'absorption du CO2 dans les arbres. Alors, professeur, le Gabon participe activement à la préservation des écosystèmes naturels. Pourquoi est-ce important pour le pays de se positionner en tant que leader sur ces questions? Écoutez, les ressources naturelles constituent la richesse, le capital naturel de notre pays. Vraiment un capital naturel extraordinaire qui est renouvelable si on le gère correctement. Et au cours des 30 dernières années, je pense qu'on a fait de la gestion durable de nos forêts et des autres écosystèmes affiliés une priorité absolue qui nous permettent d'être aujourd'hui des leaders sur ces questions. Notre pays, par sa forêt, est aujourd'hui un contributeur net à la réduction des émissions de gaz à effet de serre mondiaux et donc permet au climat de rester dans une fourchette stable. Donc, c'est tout à fait naturel, tout à fait logique que le Gabon continue à être un leader sur ces questions-là. Nous avons un taux de déforestation extrêmement faible si on le compare à d'autres pays de la sous-région. Le Gabon n'a quasiment pas, ne déforeste quasiment pas son couvert forestier. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes des leaders sur cette question-là. Alors, justement, dans le pays, la croissance économique est considérée comme une priorité également pour améliorer le niveau de vie des citoyens et créer des emplois. Quels sont les défis qui se posent aujourd'hui pour concilier préservation de l'environnement et stimulation de la croissance économique? Bien, écoutez, il faut d'abord comprendre qu'il n'y a pas d'antagonisme entre préserver l'environnement et croissance économique. Les ressources naturelles sont notre capital sur lequel on peut se projeter, on peut développer une économie beaucoup plus florissante. Je ne vous apprends rien en disant que notre pays, jusqu'à présent, depuis les indépendances, a surtout développé son économie sur des ressources extractives, que ce soit fossiles, le pétrole, les mines, ou extractives directement bois, l'exploitation forestière. Mais ces ressources, surtout les ressources fossiles, sont ce qu'on appelle un réservoir déterminé. Donc elles sont appelées à s'épuiser avec le temps. Et les ressources naturelles, dans une forêt, vous n'avez pas que des arbres, vous avez aussi des principes actifs qui peuvent servir de production de médicaments. Nos parents produisent des médicaments traditionnels améliorés au village pour se soigner. Ça veut dire que si on développe une industrie pharmaceutique en identifiant ces molécules actives, on peut développer un autre secteur d'activité que l'exploitation forestière. Donc, professeur, à partir de ce moment, si, comme vous le dites, il n'y a pas d'antagonisme entre préservation de l'environnement et poursuite de la croissance économique, mais donc qu'est-ce qui pourrait apparaître comme des motifs d'inquiétude dans la poursuite de ce type de modèle économique? L'inquiétude est liée en partie au fait que jusqu'à présent, la préservation de nos ressources peut-être n'apporte pas assez de ressources naturelles, n'apporte pas assez de croissance économique, de richesse économique dans notre pays. Mais ça dépend des plans et des objectifs de développement du pays. Jusqu'à présent, on a focalisé notre développement sur les ressources extractives. Si on décide de bâtir une nouvelle économie basée sur les ressources naturelles, je crois que l'inquiétude qu'on perçoit actuellement ne sera plus de mise. On peut faire une économie verte en utilisant des ressources sans les détruire, en les protégeant. C'est tout à fait envisageable. Docteur, je vous vois, vous voulez réagir? Oui, je voulais abonder dans le même sens que le professeur. Nos pays sont confrontés à des défis environnementaux très importants. Il y a le changement climatique qui est là, avec tout ce que nous voyons comme inondations, dégradation des terres. Nous avons également, comme il disait, le fossile. Nous sommes dépendants du fossile. Alors que nous pouvons développer autre chose, notamment des énergies renouvelables comme le solaire, comme la géothermie. Ensuite arrivent les questions de gestion de déchets.
Ça, c'est un enjeu aussi majeur. Nous avons les moyens de le faire, mais jusqu'à aujourd'hui, Clean Africa fait ce qu'elle veut. Parce que ce qui est récolté, c'est à peu près 10 à 20 à 40%. Le reste est jeté hors circuit récupération. On sait aussi que la décharge, par exemple, de Mindoubé, aujourd'hui, elle est saturée. Voilà. Ensuite, le dernier point, c'est... Ce qui pose un problème écologique. Voilà, le deuxième enjeu, c'est l'emploi des jeunes. Alors, comme il disait, vous prenez par exemple le cas de Mindoubé, puisque vous faites état, Mindoubé aujourd'hui, c'est un problème en même temps, une opportunité pour nous. Parce que tout ce qui est Mindoubé ressort comme méthane, gaz méthane, qui peut être récupéré par des moyens technologiques, peuvent effectivement alimenter un quartier de la ville de Libreville. Vous voyez, le traitement du plastique. Aujourd'hui, on collecte, on n'a pas les moyens pour transformer, on envoie à l'extérieur pour transformer. Si nous avions nous-mêmes la technologie, donc la formation, et un apport conséquent de financement pour former des nôtres, pour les envoyer en Europe, ou ailleurs d'ailleurs, au Brésil par exemple, parce qu'ils sont en fond là-dedans, pour les former sur ces questions-là. Et quand ils rentrent après, c'est des autonomies sur des start-up ou des PME qui se développent autour des métiers verts. Et on a des milliers d'emplois, un gisement d'emplois qui est là. Mais c'est à nous de faire en sorte que tout ça soit viable. Ouais. Alors, il existe des programmes de financement des partenaires du Gabon. Est-ce que les populations locales en tirent parti? Oui. Est-ce que les populations locales en tirent parti? Cela dépend en fait de l'objectif du financement qui est mis en place. Nous travaillons par exemple avec plusieurs organismes qui visent à aider les communautés, par exemple, à protéger leurs champs contre les dévastations des cultures. Ce sont les bailleurs qui financent ces programmes. À ce niveau-là, les communautés locales sont directement impactées par ces sources de financement. Nous sommes en train de lancer, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, un projet sur le paiement des services écosystémiques directement aux communautés, des communautés qui protègent la forêt, qui protègent la biodiversité, peuvent être directement payés par les bailleurs qui achètent ce service, parce que les services écosystémiques sont une mine potentielle des ressources économiques qu'il nous faut absolument développer et exploiter. Et ces services écosystémiques, les produits qui génèrent ces services écosystémiques peuvent être directement commercialisés par les communautés locales qui gèrent correctement leurs ressources naturelles. Alors, professeur, on a l'impression que, pour des raisons que vous venez d'évoquer, le Gabon prend une part active donc, à la préservation de l'environnement, mais que ce n'est pas sans conséquences. Et parmi ces conséquences, vous l'avez dit, l'impact sur les populations locales, par exemple, la problématique du conflit homme-éléphant. Aujourd'hui, les populations rurales sont impactées véritablement par cette problématique. Quelles sont les solutions qui sont apportées justement pour pouvoir les soulager? Écoutez, le conflit homme-éléphant, c'est un conflit assez complexe dont les causes sont toujours en discussion par les experts et pour lesquels nous travaillons beaucoup à la collecte de l'information. Mais on peut en citer principalement trois. La première, c'est déjà un dépeuplement massif de nos villages du fait d'une exode rurale intensive. Je ne vous apprends rien. Libreville, à elle seule, c'est à peu près 80% de la population gabonaise. Si vous y ajoutez Franceville et Port-Gentil, une grande partie, 90% des Gabonais vivent en ville. Donc il ne reste plus grand monde dans les villages. Et cela a inversé le rapport de force entre les éléphants et les communautés. Il y a plus d'éléphants aujourd'hui qu'il n'y a des populations dans les villages. Et les éléphants... Mais la mesure qui interdit de les abattre aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas venue ajouter aussi un peu de l'huile sur le feu? Possiblement, mais je ne le pense pas parce que les dernières études que nous avons, qui ont été réalisées au cours des 10 dernières années, montrent qu'effectivement, même si on a un cheptel élevé d'éléphants aujourd'hui, à environ 95 000 éléphants, entre 50 000, on pense que c'est entre 50 000 et 120 000 éléphants dans les forêts gabonaises. Mais en réalité, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on avait fait les mêmes études où on montrait qu'il y a à peu près 60 000 éléphants dans les forêts gabonaises. Donc, on ne pense pas que la population d'éléphants aille
augmenté de façon massive en 10 ans pour être la source du problème de conflit homme-faune qu'on observe aujourd'hui. L'autre élément que je voudrais souligner, c'est le fait que nous avons une agriculture qui est aussi qui n'est plus adaptée en fait au monde de production. Une agriculture qui est plutôt une agriculture d'itinérance sur brûlis. C'est-à-dire que nos communautés, chaque année, se déplacent d'un territoire à un autre pour pouvoir cultiver leurs ressources alimentaires. Et le fait de se déplacer de plus en plus loin des villages empiète automatiquement sur l'habitat qui devait être l'habitat des éléphants, d'où les conflits qui sont souvent générés. Est-ce qu'il est suffisamment délimité cet habitat des éléphants? Ben, écoutez, je voudrais vous dire que les éléphants, sans les éléphants dans nos forêts, les éléphants, c'est les jardiniers de nos forêts. Une grande partie des espèces animales que nous avons, des espèces végétales que nous avons aujourd'hui, y compris les arbres qui font l'objet de l'exploitation forestière, sont liés à la dissémination de graines par les éléphants. Sans éléphants, une forêt sans éléphants, on perdrait la moitié des espèces que nous avons dans nos forêts. Donc, ils jouent un rôle important qu'il faut conserver. Ils jouent un rôle important, ce sont des jardiniers, mais professeurs, parfois ils deviennent aussi des agresseurs. Docteur, à la limite, on dirait que c'est un mal nécessaire. Docteur, je me tourne vers vous. Lorsque le président Oligui Nguema prend part à la COP28 à Dubaï et déclare, je cite, « Mon peuple aspire à continuer dans la préservation de ces forêts, mais en échange de quoi ? Les Gabonais ont des besoins socio-économiques essentiels à satisfaire. » Quelles peuvent être aujourd'hui les activités qui peuvent permettre aux Gabonais de se nourrir s'ils se détournent de leurs plantations? Écoutez, comme le disait le professeur, je pense que les plantations aujourd'hui, notamment l'agriculture vivrière, ne représentent pas, je ne dirais pas grand-chose, mais ne représentent pas une activité en tant que telle. Nous sommes dans les questions de l'environnement, nous sommes en train de rechercher les moyens pour créer des emplois. Et le sujet d'aujourd'hui montre à suffisance qu'il y a des emplois. Et le président l'a bien signifié, c'est une question, comme je disais tantôt, de formation et des moyens à mettre en place. Dans les plans de développement qui sont mis en place. Et donc, il n'y a pas de miracle dans tout ça. C'est à nous de faire en sorte qu'avec les chiffres, les statistiques qu'on a, et quels sont on va dire, le nombre d'emplois qu'on peut créer d'ici 5-10 ans dans le domaine de l'environnement, des emplois verts. Parce que c'est un vivier très important. Très important. C'est tout ce qui est transformation, je disais, plastique, collecte des déchets, toute transformation, c'est ça. Il y a le transport vert et nous, au niveau de la technologie, parce qu'on parle de technologie aussi au niveau de la GEOS, nous sommes en train de voir au niveau de la gestion de déchets, à partir d'une puce électronique installée sur les bacs à ordures, au fur et à mesure que les ordures arrivent, à un moment donné, il y a saturation. Donc la puce émet un signal qui passe par un satellite géostationnaire au-dessus de nous et il nous ramène l'information chez nous. Mais ce qu'on va faire, c'est pas chez nous, c'est pas nous qui récoltons, donc c'est envoyé directement à Clean Africa qui a des points sur son écran pour dire attention, là c'est plein, là c'est comme ça. L'autre point, c'est les applications mobiles sur l'agriculture, sur la gestion, par exemple, des ressources halieutiques. C'est qu'à partir de données satellitaires, on peut identifier là où il y a, on va dire, plus de poissons. À partir de l'analyse des données satellitaires et la température de l'eau en mer, où il y a plus de phytoplancton, on peut dire allez-y les pêcheurs, tel endroit, pas tel autre. Donc il y a une gestion durable de la ressource. Et tout ça, c'est des métiers qui se créent, qui sont là et que nous devons saisir. Que nous devons saisir, mais quand on parle aussi des besoins essentiels à satisfaire, il y a cette crise énergétique qui existe. Est-ce que des modèles de production d'énergie, d'autres modèles ne pourraient pas être exploités, notamment, je pense par exemple à l'énergie hydroélectrique. Parce que pour l'instant, le modèle actuel, on est encore sur la production à gaz, la production thermique, mais ces productions qui visent le développement durable, est-ce qu'elles ne devraient pas aujourd'hui être explorées? Mais le directeur général de la GEOS a évoqué tout à l'heure la question du biogaz à travers la décharge de Mdoubé. En fait, il soulève la question du biogaz. Le biogaz peut être un élément important pour pouvoir créer une autre source d'énergie que
une autre source d'énergie. Mais j'aimerais quand même revenir sur la question de l'agriculture qui est très très importante. Notre pays a environ 5 millions d'hectares de terres arables qui ne sont pas du tout utilisés. Dans les 10 prochaines années, si on installe 100 000 jeunes dans les villages et qu'on leur donne les outils d'agriculture performants, avec des semences de qualité, avec un suivi des plantations par des méthodes numériques à haute performance, il est possible que notre pays gagne 2 à 3% de PIB en plus. Donc, on a un vivier d'emploi potentiel qui existe et nous pensons que bâtir ce pays sur les ressources naturelles est possible. Passer d'un modèle de rente à un modèle d'utilisation des ressources naturelles, y compris les ressources agricoles, est absolument possible et c'est, à mon avis, à notre avis, l'élément qui fera de notre pays un pays très développé dans les prochaines années. C'est ce qui peut expliquer l'importance des équipements agricoles qu'on a vu le président tout à fait. Au ministère de l'Agriculture. Tout à fait. Mais vous pouvez rassurer aujourd'hui qu'il ne peut pas y avoir d'inquiétude quant à cette agriculture intensive, et notamment par exemple sur le plan de la déforestation. Non, l'agriculture intensive ne sera pas responsable d'une déforestation importante parce que nous avons fait déjà un plan national d'affectation de terres qui réserve un certain nombre d'espaces pour l'agriculture. Donc il n'y aura pas de risque que ça fasse augmenter de manière significative le taux de déforestation de notre pays. Docteur, oui, un dernier mot, oui, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Vous parlez des besoins d'énergie, parce que le président a évoqué ça lors de sa visite au chantier de la Baie de Roi. Il faut alimenter tout ce qu'on construit là. Comment on fait? Nous ne sommes pas dans la position de privilégier une source par rapport à une autre. Au stade de développement où nous sommes, il faut faire le mixte. Et progressivement, on monte en capacité de fourniture d'énergie propre, donc verte, et combinée aux fossiles toujours. Et à un moment donné, on sortira petit à petit de ça. C'est un processus à long terme, ce n'est pas immédiat. Alors, oui, professeur? Oui, je suis tout à fait d'accord avec le directeur général de l'AGIOS. La question énergétique est une question centrale. Sans énergie, on ne peut pas faire un développement économique fiable. Mais il faut absolument que nous gardons la possibilité d'avoir un mix énergétique qui emploie plusieurs sources, à la fois des sources fossiles, mais également des sources des plans des ressources naturelles et de l'hydraulique. Nous avons un potentiel hydraulique extrêmement important qui n'a pas été développé au cours des 30 dernières années. Et le président de la République, en lançant des projets de grands barrages, montre la voie qu'il faut que le Gabon suive pour pouvoir résoudre ces problèmes d'énergie que nous observons actuellement. Une dernière question, mais vraiment la dernière avant de nous quitter. Pour pouvoir justement investir dans ces différents secteurs, le Gabon a besoin d'attirer justement les investissements directs étrangers. Est-ce que les partenaires du Gabon, durant toutes les COP, on appelle toujours à l'effort des pays industrialisés? Est-ce que ce n'est pas une opportunité aussi pour ces pays-là d'investir dans ces différents secteurs? Écoutez, le Gabon est un pays considéré comme un pays stable, politiquement stable, économiquement attractif. Et donc, nous sommes convaincus qu'au cours des prochaines années, les investissements directs étrangers vont affluer encore de nouveau pour renforcer la production d'énergie et de toutes autres ressources dont nous avons besoin pour le développement de notre pays, sous le leadership du président de la République, chef de l'État. Docteur, le Gabon devrait attirer davantage ces investissements? Oui, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Vous voyez, il y en a qui viennent. Tout ce qui est construit là, c'est des partenaires extérieurs qui viennent nous aider. Je pense que nous sommes sur la voie et que notre empreinte carbone est complètement à zéro aujourd'hui. Donc il y a des raisons pour lesquelles les énergies peuvent arriver et puis la stabilité politique est là. Voilà. Le Gabon peut être considéré comme un pays véritablement écologique
nous retenons qu'il n'y a pas d'antagonisme entre protection de l'environnement et croissance économique. Je rappelle que nous discutions donc de ce thème, comment concilier protection de l'environnement et croissance économique. Et pour en parler, je recevais le professeur Alfred Gomanda, qui est le commissaire général du Centre national de recherche scientifique et technologique, le CNRS, et à ses côtés, le docteur Abakar Mabimba Njungi, qui est directeur général de l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale AGEOS. Le débat du 12-15, c'est déjà fini, mais ne zappez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24. À très vite.